Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo avec nos interactions est disponible sur YouTube. Si tu écoutes ça en vidéo et que tu nous vois présentement, sache que tu peux écouter la version audio sur toutes les grandes plateformes de streaming pendant que tu fais tes tâches ou quoi que ce soit. Aussi, on est ouvert à vos suggestions, commentaires et questions sur les épisodes qui ont déjà eu lieu ou sur des épisodes qui vont avoir lieu. Ça va juste nous permettre de devenir un meilleur podcast avec votre feedback. Fac, cette semaine, on reçoit Guillaume Rioux, le préparateur physique et coach des receveurs pour le Rouge et Or de l'Université Laval. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de la manière qu'ils gèrent le confinement en termes de préparation physique à l'Université Laval. On entend souvent parler de Zoom et ou de Microsoft Teams ces temps-ci, mais eux, ils ne font pas ça de la même manière. On parle de son parcours en Europe. Il a joué en Allemagne au football, après son parcours au Rouge et Or. On en a appris beaucoup parce que je parle un peu pour toi parce qu'on se connaît, mais on n'avait pas vraiment, on ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait le football en Europe. Pas en tout. Ça, c'était vraiment cool. Puis sinon, as usual, on a parlé, on a envoyé nos questions en rafale à la fin, un petit peu plus cocasse pour apprendre à connaître le bonhomme. Mm-hmm. Tout le côté préparation physique, la situation, pas particulière, mais au Rouge et Or, à toutes les années, il y a des joueurs à surveiller en vue des différents repêchages. Comment lui, c'est quoi son rôle dans toute cette préparation-là? Un gars qu'on a appris à connaître, vraiment. C'était vraiment un bon épisode. Yep. Pour tous ceux qui ont un passeport européen, vous allez voir qu'il y a des opportunités que peut-être que vous ne connaissiez pas avant qui existent. On passe ça Bon comme ça. épisode. On fait ça comme ça. Bon podcast. Bon podcast. On a pris l'habitude de commencer avec en parlant de c'est quoi la réalité, ta réalité en ce moment avec le confinement puis toute la situation. Puis qu'est-ce qui est le fun? Pourquoi on est content aussi de te parler, c'est qu'on es le préparateur physique au Rouge et Or. Moi, j'ai vu passer plein d'affaires avec des entraînements que tu faisais pour les joueurs. Je voulais savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez mis en place au Rouge et Or pendant le confinement pour continuer la préparation pour la prochaine saison? Ouais, ben c'est sûr que ça s'est fait un peu vite au début là, quand on a su que qu'on était confiné à la maison, on savait pas exactement ça allait durer combien de temps. Donc on s'est reviré de bord assez vite en se disant bon, peut-être qu'on a pour 2, 3 semaines, je vais préparer un programme à distance que les gars vont faire à la maison, genre de muscu bodyweight. Puis quand les choses vont rentrer dans l'ordre, on va reprendre l'entraînement normal. Mais quand on a vite réalisé que ça allait perdurer pas mal plus longtemps que ça, ben là, il a fallu se retourner de bord parce que c'est sûr que de garder les gars motivés et de maximiser leur développement avec des entraînements envoyés par PDF à faire avec aucun matériel, ça peut devenir tu peux perdre la motivation, c'est pas très optimal. Donc là, rapidement, on a essayé de trouver une structure d'entraînement qui permettait aux gars de rester connectés malgré la distance physique. C'est qu'on a commencé à faire des live workouts sur Facebook. J'étais installé là, dans mon salon avec ma caméra qui était dirigée direct sur moi pendant que je faisais le workout en live, puis eux le faisaient en même temps que moi à la maison. Il y avait du matériel, il était limité beaucoup dans le matériel d'entraînement, donc parce que personne évidemment est équipé à la maison. Donc j'avais demandé aux gars de s'acheter chacun des gallons d'eau à l'épicerie de différentes grosseurs, genre des 11,3 litres, 8 litres, 5 litres, pour remplacer un peu des dumbbells. Il y a des poignées, donc ça se tient comme un dumbbell ou comme un kettlebell. Donc c'est mieux que rien, c'est pas grand-chose, c'est pas des charges ultra lourdes, tu peux pas faire de la force max, tu peux pas être ultra spécifique, mais au moins, ça permettait de varier un peu les méthodes et les choses qu'on pouvait faire à l'entraînement. Puis, par eux-mêmes, les gars avaient des entraînements de course à aller faire à l'extérieur. Ils commençaient à faire un peu moins froid, là, donc il y a des entraînements un petit peu plus intervalles cardio à faire par eux-mêmes dans leur quartier où ils habitent. Évidemment, on leur demandait de pas le faire en se regroupant là, en coéquipier, mais vraiment de le faire par eux-mêmes pour faire notre part et respecter les règles de confinement.
Puis les entraînements à distance en Facebook Live, ce qui était cool, c'est que ça a permis aux gars de sentir qu'ils le faisaient, mais qu'ils ne le faisaient pas tout seuls. Il y avait 60, 70, 80 joueurs qui le faisaient en même temps qu'eux. Pendant le Facebook Live, il y avait de l'interaction, les gars s'envoyaient des commentaires pour s'encourager. Puis on se faisait même des petits challenges, là, des petits challenges of the week ou des challenges of the day que les gars devaient faire en un contre un, exemple, en FaceTime. Donc, moi, j'ai challengé tel coéquipier, ben après l'entraînement, on se FaceTime puis on le fait face à face. Exemple, maximum de push-up face à face sur FaceTime. Le premier qui casse est perdu. On s'amusait à être le plus créatif possible, mais c'est de créer le plus de collaboration entre les joueurs là, par différents moyens. Mm-hmm. C'est quoi le plus gros défi? Jusqu'à quel point aussi, en tant que dans ta position, là, tu te dis je vais essayer de prendre un avantage sur d'autres programmes où tu te dis on va faire ce qu'on peut puis on dealera après. C'est sûr que honnêtement, je ne peux pas parler pour les autres programmes. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Nous autres, notre mindset, c'était vraiment que la situation est telle que telle. On ne peut rien faire pour changer les lois que le gouvernement impose. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est les appliquer pour faire notre part. Puis, de la manière qu'on l'a vu, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est mieux de rester à la maison que de pouvoir avoir accès à notre salle d'excellence où on a de l'équipement haut de gamme pour s'entraîner de manière le plus spécifique possible? Non, c'est sûr que ça ne sera pas aussi bien, mais on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Puis au bout de la ligne, si on peut revenir dans quelques mois, puis qu'on va peut-être être un peu moins fort physiquement, on va peut-être on n'aura peut-être pas maximisé le développement de certaines qualités à cause des restrictions d'équipement puis de plateau. Mais au bout de la ligne, on va quand même être en forme. On va en développer certaines qualités qui ne nécessitent pas d'équipement. Tu sais, c'est bien beau. Tout ce qui est force max, puissance, c'est plus difficile, mais toutes les qualités de mobilité, flexibilité, tout ce qui est core, gainage, prévention des blessures, tout ce qui est entraînement de course, ça peut tout se faire quand même. Même le développement de la puissance, c'est sûr qu'on ne travaille pas avec des charges lourdes, mais tous les entraînements qui incorporent des sauts, des mouvements explosifs, il y a moyen d'y arriver. Fait que ce que j'ai essayé de vendre aux joueurs, c'est il n'y a pas d'excuse, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on va continuer à progresser, puis on va être si on n'est pas des meilleurs joueurs de foot après, mais on va être en meilleure forme, puis on va être prêt à se réentraîner de manière optimale par après. Ouais. En regardant un peu ton parcours, on prend tout le temps de regarder le parcours des personnes qu'on invite à discuter avec nous, puis on a trouvé ça super intéressant. First, tu as eu un super beau parcours comme joueur universitaire avec 3 Coupes Vanier, c'est ça? Mm-hmm. Yes. Après, tu as signé avec les Rough Riders dans la CFL, mais rapidement, tu t'es retrouvé à jouer en Europe. Moi, personnellement, j'ai aucune idée comment ça se passe, le football en Europe. De un, comment toi, tu as pris la décision d'aller là? Comment ça se passe pour peut-être un joueur qui aimerait faire le même parcours que toi? Puis, c'est quoi? Comment ça se passe, le football, dans ton cas, que tu as joué en Allemagne? Oui, c'est sûr que le football en Europe est très inconnu par les Québécois ou les Nord-Américains en général, à part pour ceux qui l'ont vécu, évidemment. Moi, ça s'est fait. Moi, c'était comme mon plan B, parce que la particularité, c'est que je suis né en France et j'ai un passeport français. Donc, je connaissais un petit peu là, les opportunités qui se présentaient à moi en ayant parlé avec des anciens coéquipiers français. J'ai même joué là, avec le Rougeur, avec un Allemand qui s'appelait Daniel Schauber, un des bons joueurs avec qui j'ai joué, qui a seulement joué 2 ans à Laval. Il n'a pas été trop connu, mais c'est un super joueur. Puis, on m'avait expliqué qu'en Europe, avec un passeport européen, tu peux jouer dans n'importe quel pays, tu es traité comme un joueur, tu es considéré comme un joueur local. Okay. Donc, exemple, là, dans un pays comme en Allemagne, ils ont le droit à 4 Américains par équipe. Mais un Américain, exemple, qui avait un passeport allemand parce que, pour X raison, sa mère est allemande, il a grandi aux États-Unis, il a passé sa vie aux États-Unis, il a joué pour UCLA, peu importe, mais sa mère est allemande, puis il a obtenu le passeport quand il est né à la naissance, il est considéré en Europe comme un joueur européen. Fait que les équipes, là, des gars avec des passeports européens, mais qui ont joué aux États-Unis ou au Canada, surtout aux États-Unis, évidemment, ils se les arrachent parce que c'est des denrées rares. Là. Ça te permet d'avoir un 5e ou un 6e Américain dans ton équipe qui ne compte pas dans le ratio. Tu peux en avoir seulement 2 sur le terrain, mais soudainement, moi, par exemple, je jouais avec
un free safety américain qui avait un passeport suisse. Donc, en defense, on avait 3 Américains. On avait les 2 Américains qui avaient le droit d'être sur le terrain, plus notre Américain suisse, parce qu'il avait un passeport suisse, mais il n'avait jamais mis le pied en Suisse de sa vie. Là. Donc, moi, en ayant un joueur canadien, tu es considéré comme un import partout en Europe. Donc, tu es considéré comme un Américain, mais avec mon passeport français, j'étais considéré comme un joueur européen. Donc, moi, c'est sûr que j'ai utilisé des contacts que j'avais là-bas pour essayer d'être en contact avec les meilleures équipes possibles pour essayer de me trouver un contrat si jamais ça ne marchait pas dans la CFL. Puis, c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais signé un contrat avec Saskatchewan. Je suis allé au mini-camp. Ça s'était relativement bien passé, mais quelques semaines après, juste avant le début du camp officiel, ils m'ont appelé pour me libérer. La saison en Allemagne commençait la semaine après. Là, j'ai appelé l'équipe qui m'intéressait le plus pour leur parler de la situation. Ils m'ont dit, es-tu prêt à venir genre la semaine prochaine? J'ai dit, oui, donnez-moi un petit peu de temps à pacter mes affaires puis m'organiser. 3-4 jours après, j'étais dans l'avion puis je partais pour 6 mois en Allemagne. Puis on jouait notre première game 3-4 jours après mon arrivée, je pense. C'était un peu ridicule, mais c'était comme ça. Puis c'est sûr, moi, j'ai trippé sur l'expérience. Maintenant, pour que vous compreniez le contexte là-bas, le football en Europe, il y a vraiment 2 pays où le niveau est relativement bon. C'est l'Allemagne et l'Autriche. L'Allemagne principalement parce que dans le temps de la NFL Europe, les équipes étaient presque tous en Allemagne. Le sport est devenu très populaire. Okay. Il y a eu des bases militaires en Allemagne pendant des années, donc ça a été très américanisé comme pays. Puis le football est devenu un sport assez connu en Allemagne. Ils suivent beaucoup la NFL d'ailleurs là-bas. Puis c'est le pays que la ligue a le plus de moyens financiers. Donc je te dirais que c'est une ligue un peu semi-professionnelle. Là. Il y a les joueurs imports qui se font tous payer. Il y a plein de joueurs locaux même qui se font payer pour jouer. C'est que ça devient une ligue à un assez bon niveau. Les équipes ont les moyens de payer les 4 Américains, mais d'aller chercher, disons, les 2-3 meilleurs joueurs finlandais, les 2-3 meilleurs joueurs français, de se pacter une équipe là, pour faire quand même du bon niveau de football. C'était très, très compétitif. C'est pas la CFL, évidemment, mais j'ai trouvé mon compte là-bas. J'ai vraiment trippé autant au niveau du niveau de jeu que de l'expérience de vie. C'est sûr que dans les autres pays, c'est plus du football amateur qui font venir 2 imports par équipe juste pour améliorer le niveau de l'équipe. Exemple, en France, ça va être juste des joueurs français amateurs. Évidemment, il y a des bons athlètes partout, donc il y a quelques bons joueurs dans cette ligue-là aussi. Mais ils font venir, disons, 2 Québécois s'ils ne veulent pas la barrière de la langue ou 2 Américains pour augmenter leur niveau, mais c'est les 2 seuls joueurs payés. Puis c'est vraiment une ligue amateur avec 2 joueurs imports professionnels. Mais évidemment, le niveau n'est pas aussi bon. Donc, il y a une grosse différence de niveau entre la plupart des pays et l'Allemagne et l'Autriche. C'est pas mal le seul endroit où tu peux vraiment dire je vais être traité comme un professionnel, là, même si c'est pas une ligue qui est 100% professionnelle. Ouais. Par curiosité, là, la CFL, la ligue a ses particularités. En fait, le football canadien en général a ses particularités, c'est-à-dire 3 essais, la verge et j'en passe. En Europe, mettons, ce serait quoi, si on devait comparer avec ici, les particularités des ligues en Europe? En Allemagne, principalement. Répète la question, excuse-moi, je suis pas sûr que j'ai bien compris. Fait qu'est-ce qu'il y a des particularités dans les ligues en Allemagne qu'on retrouve pas ici? Par exemple, ici, lorsqu'on se diffère des États-Unis, on a la ligne de mêlée qui a comme différence. Le terrain est différent aussi. On a 3 essais. Mais est-ce que, par exemple, Allemagne comparé au Canada, il y a des différences de règles entre les 2 ligues? Oui. En fait, en Europe, ils suivent vraiment les règles du football américain à 11, avec le terrain de 100 verges par 50 de large, je pense 50, bien sûr, 55. 55, c'est au Canada, peut-être. Bref, ils suivent vraiment les dimensions de terrain, dimensions de ballon, les règles, 4 essais, football à 11, avec le fair catch pour les punts. C'est vraiment les règles de la NFL ou de la NCAA. C'est les règles américaines. Donc, ils n'ont pas, disons, leur football allemand avec des règles un peu spéciales comme nous autres, avec un poteau au début, en plein milieu du terrain. Ils n'ont pas ça. C'est vraiment le football américain. OK. Puis, au niveau de la langue, là, quand tu dis que tu arrives, puis tu joues 3 jours plus tard quand tu arrives, ils te parlent comment? Ils te parlent en anglais? Ça parle en anglais dans l'équipe? Les coachs, ils te parlent en anglais? Oui, tout se passe en anglais. Je te dirais que ça, c'est un aspect que je ferais différemment si je retournerais, c'est d'essayer de plus m'imprégner de la langue, de faire un effort pour apprendre l'allemand. Je ne suis pas super fier de moi par rapport à ça, mais à ma défense, je vivais avec des Américains.
dans le contexte de football, tout se passait en anglais. Fait que moi, mon quotidien, c'était en anglais. Donc, je n'étais pas en immersion. Là. Je ne vivais pas chez des Allemands à devoir apprendre la langue. J'étais entouré d'anglophones, d'Américains. Notre coach est vraiment, tu rencontres toutes sortes de monde. Là, c'est dur à croire qu'il y a des gens qui sont aussi compétents dans le football n'importe où dans le monde. Mais mon coach, pour faire une histoire courte, c'était un Australien, mais qui avait grandi en Europe, puis qui s'était retrouvé comme coach dans la NFL Europe. Chaque équipe NFL Europe avait deux ou trois coachs européens pour aider à former les coachs en Europe. Puis lui, il avait coaché dans la NFL Europe pendant une dizaine d'années. C'est un des bons coachs européens, mais à la base, d'origine, c'est un Australien. Puis, donc, il parlait anglais. Il nous coachait en anglais. Un Australien qui dit « Je m'en vais en Europe, je vais en Allemagne, me faire coacher par un Australien. » C'est comme dur à comprendre. Mais le gars, il connaissait son foot, puis il avait côtoyé des super joueurs, des super coachs durant sa carrière. Tout se passe en anglais avec ce coach-là, évidemment. Puis, il y avait beaucoup d'Américains. Les Allemands, en général, parlent tous anglais, un peu comme au Québec. Là. C'est pas la langue première, évidemment, mais tout le monde se débrouille un peu. Fait que même ceux qui parlaient pas super bien, tu es capable de communiquer avec eux quand même. Tout le coaching se faisait en anglais. On avait un QB américain, un running back américain, donc c'est sûr que l'offense, tout se passait en anglais aussi. Donc, c'était pas une barrière trop stressante. Okay. Puis, au niveau des résultats, comment toi, ça a été, puis comment l'équipe pour laquelle tu jouais, ça a été, tu sais, en plus, tu as gagné au secondaire, tu as gagné avec le Rouge et Or. Ça a-tu bien été le passage en Europe? Ben, moi, ça avait été un de mes critères quand j'ai choisi l'équipe. Je voulais faire partie d'une organisation gagnante. Pas besoin d'être une équipe qui gagne année après année, mais une équipe qui aspire à gagner et qui met les moyens pour y arriver, pas juste financier, mais en termes de structure d'équipe. Donc, j'avais fait un peu mes recherches. Puis, c'était une équipe très, très compétitive qui n'avait jamais encore gagné le championnat. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il n'avait jamais gagné, mais l'année d'avant, il s'était rendu en finale du German Bowl. Il avait perdu par un field goal en fin de game. C'était vraiment une équipe qui investissait de l'argent pour faire venir des bons joueurs, qui essayait vraiment de bâtir quelque chose. Je me disais que je pourrais participer à ça et essayer de gagner le premier championnat de cette équipe-là. J'ai joué 2 saisons pour eux. On a eu deux très belles saisons. Tu sais, saison régulière, on est de mémoire, comme ça, on est le genre d'équipe qui finissait 13-3. Genre, on jouait 16 games de saison, 13-3 ou 12-4. On avait des fiches quand même gagnantes. Les 2 années, on a perdu en demi-finale du German Bowl. Donc, on s'est rendu dans le top 4 au pays les 2 saisons. Les 2 fois, on a perdu contre la même équipe. Les 2 fois par moins de 7 points en fin de game. Donc, c'était deux défaites assez crève-cœur. Mais comme tout, j'ai fait partie d'une organisation quand même gagnante. Là, puis j'ai eu c'était à chaque fin de semaine, c'était le fun d'aller jouer les games. Puis tu savais que tu compétitionnais aussi contre les meilleures équipes en Europe parce qu'on faisait aussi partie il y avait comme une ligue parallèle. Il y avait la Ligue allemande, qui est pas mal la meilleure ligue en Europe. Puis il y avait le Big Six, c'était vraiment le regroupement des 6 meilleures équipes européennes. C'est pas compliqué, c'était 4 équipes allemandes, 2 équipes autrichiennes, parce qu'il y avait 2 powerhouses en Autriche. Puis ils faisaient un genre de mini-tournoi à l'intérieur de la saison pour déterminer c'était qui le champion européen. Puis on a fait partie de ce tournoi-là aussi, donc on a joué des games super le fun. Là. Je me suis ramassé à jouer des games contre les Vienna Vikings à Vienne. Que la game a fini en 3e prolongation, alors 47-45. On a vraiment j'ai vraiment eu des belles expériences. Puis on n'a pas gagné de championnat, mais je faisais quand même partie d'une équipe qui finissait avec des fiches gagnantes. On n'a juste pas closé en fin de saison. Puis c'est sûr que pour moi, c'était pas assez parce que je suis habitué, j'ai des standards un peu plus élevés. Mais avec du recul, je suis capable de dire que ça a été quand même une très, très belle expérience. Qu'est-ce qui t'a le plus... on passe un peu de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette expérience-là de pouvoir aller jouer en Europe. Mais qu'est-ce qui a été le plus surprenant ou à quoi tu ne t'attendais pas en allant en Europe? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour de l'équipe et de la ligue dans laquelle j'ai joué. Tu sais, j'avais entendu dire en Allemagne, c'est assez professionnel, il y a du monde au game. Mais tu sais, j'ai réalisé vite qu'il y avait un bon fanbase. On jouait tout le temps devant 3-4 000 personnes aux games de saison régulière. En playoff, il pouvait y avoir plus que ça. Des fois, ils empruntaient même le stade de l'équipe de soccer locale, un stade de 25 000, puis ils ne le remplissaient pas évidemment. Mais on a joué une game à un moment donné devant 10 ou 12 000 personnes. Il y avait un bon engouement. Les équipes avaient quand même... il y a des bons coachs dans la ligue. Les équipes se préparaient relativement bien.
Puis j'ai été quand même surpris que les Allemands connaissent quand même bien le football, dans le sens que c'est un sport qui est très... Bon, faire attention, là, je veux dire, l'Allemagne, l'Europe en général, c'est le soccer, évidemment. Mm-hmm. Il y a plein d'autres sports qui sont super populaires. En Europe, le basket est super populaire, le volleyball, le handball. En Allemagne, d'ailleurs, le volleyball et le handball sont deux sports très, très populaires. La plupart des pays en Europe, le sport de contact populaire, c'est le rugby. Mais pas en Allemagne. Okay. En Allemagne, pour une raison que je ne comprends pas, le rugby, ils ne connaissent pas ça. Les autres, ils connaissent le foot. Ils suivent la NFL, ils suivent la NCAA. Donc ça, j'ai été vraiment surpris de voir ça, que les Allemands, c'est quand même, évidemment pas tous les Allemands, mais ceux qui aiment le sport de contact, leur sport, c'est le foot. C'est quand même cool de voir ça. Puis, tu dis que tu as joué 2 saisons. Est-ce qu'entre les 2 saisons, tu restais là-bas ou tu revenais au Québec? Je revenais au Québec. Ouais, la saison durait 6 mois. Puis moi, je revenais au Québec durant la saison morte pour m'entraîner, puis aussi pour revoir la famille, les amis, passer du temps à la maison. Puis je m'impliquais avec le Rouge et Or là, à temps partiel en préparation physique. Ça me permettait, j'avais un pied dans la porte, ça me permettait de rester en contact avec les coachs, avec les joueurs, puis de prendre de l'expérience comme coach aussi. Là. Ça a été deux années où j'ai pu continuer à jouer au foot, mais durant les saisons de mort, j'ai pu commencer ma carrière de coach sans que ça soit officiel, là, que ça soit ma job à temps plein. J'ai quand même commencé à prendre de l'expérience. Puis là, tu as complété ton passage en Europe avec l'équipe de France, si on ne se trompe pas. Oui, exact. En fait, durant mes saisons en Allemagne, à cause de mon passeport français, j'ai aussi joué pour l'équipe de France. On a eu en 2014, ma première saison, le championnat d'Europe. Ça durait là, avec le camp d'entraînement, le tournoi, 2-3 semaines. Là, je partais j'allais rejoindre l'équipe de France pour un camp d'entraînement et un tournoi contre les autres pays européens. Le tournoi se déroulait en Autriche cette année-là. Puis en 2015, on a participé à la Coupe du Monde qui était à Kenton, en Ohio. Donc, c'est bizarre, mais moi, j'étais en Allemagne. Je suis allé rejoindre l'équipe de France pour un camp. On est parti à Cincinnati pour finir le camp. On a joué le tournoi à Kenton, en Ohio. En théorie, je suis retourné tout de suite en Allemagne dans ma saison. Puis durant le tournoi, je me suis blessé. Puis j'en avais pour à peu près un mois de rehab. Donc, je suis repassé par Québec quelques semaines avant de retourner finir la saison en Allemagne. Donc, ça a fait partie de mon parcours aussi, de l'équipe de France à travers ça. Ça a vraiment bien complété. Je me suis fait plein de connaissances, plein d'amis français là, qui jouaient au foot là-bas. Ça a été vraiment super. Ça a vraiment bien complété le parcours. C'est cool. C'est vraiment le fun parce que, comme je te dis, c'est un monde en tout cas, moi, que je connais pas. Bon, puis tu fais ton passage en Europe. Tu l'as dit, tu commences déjà à t'impliquer avec le Rouge et Or. Puis après ton passage en Europe en 2015, tu commences à coacher les receveurs avec le Rouge et Or. Comment ça s'est passé, la fameuse transition officielle, là, joueur, coach? Comment tu as vécu ça? Ça s'est quand même bien fait. Je pense que les 2 années de semi-distance ont comme bien aidé la transition parce que disons que les gars plus vieux ont eu le temps de graduer et de quitter. Je me suis retrouvé à coacher des gars avec qui j'ai joué, oui, mais c'était des gars avec qui j'ai joué quand moi j'étais à ma 5e année. Exemple, eux étaient des recrues. Fait que c'était pas. Ils me voyaient déjà dans un rôle de leadership. C'est pas comme si j'avais grandi pendant 4-5 ans avec eux, puis c'était juste des coéquipiers, puis là, je me retrouvais à les coacher du jour au lendemain. Donc ça a facilité la transition un peu. Puis sinon, moi, ça s'est super bien passé. Évidemment, je connaissais la culture de l'équipe. J'étais imprégné de cette culture-là. Je suis pas arrivé, exemple, en préparation physique, je suis pas arrivé en me disant je vais tout changer. Il y avait déjà une bonne structure qui était mise en place. Moi, j'ai juste amené mon grain de sel, essayer d'améliorer, de peaufiner les choses, puis de le faire un peu plus à ma manière. Créer ma propre identité de coach à travers tout ça. Puis le système offensif, pour ce qui est de coacher les receveurs, le système, je le connais, j'ai joué dedans pendant 5 ans, je connais bien les coachs. Donc moi, ça s'est super bien passé. Puis je pense que les gars avec qui j'avais pas joué, eux, j'étais un jeune coach, mais ils m'avaient vu jouer quand ils ont grandi, ils me connaissaient de nom parce qu'ils m'avaient vu jouer avec le Rouge et Or. Puis les joueurs les plus vieux, j'avais joué avec eux, mais j'étais dans une position de leadership quand je les ai côtoyés. Donc, il y avait quand même un respect pour moi. Puis ils m'ont rapidement accepté comme coach et non comme coéquipier. Puis ça s'est super bien fait. En quoi c'est
tu as commencé à être coach des receveurs. Après ça, l'année d'après, tu as été nommé préparateur physique. Ça représente quoi? En quoi tu changes ton coaching quand tu occupes ces deux positions-là? Et peut-être ça ne le change pas, là, tu vas me répondre, mais est-ce que c'est différent d'être juste coach des receveurs et être coach des receveurs et préparateur physique? Oui, définitivement. Ben, ça ne change pas ma façon de coacher. Je suis le même coach que je coach les receveurs ou que je m'occupe d'entraîner les gars en préparation physique, mais ça change la dynamique que j'ai un lien avec chacun des joueurs de l'équipe. Donc, je suis le gars que les joueurs voient le plus souvent dans une année. Ils me voient tous les jours en préparation physique, en muscu sur le terrain pour les entraînements de course. Puis les receveurs, eux, sont vraiment dans le marde, ils sont vraiment pognés avec moi 365 jours par année. Pas 365, mais eux autres, c'est off-season and season, ils sont avec moi tout le temps. Mais c'est sûr que je porte deux chapeaux. Le chapeau de préparateur physique, il est tout le temps là parce que même durant la saison, on fait du maintien en muscu, on a des entraînements de conditionnement. Quand c'est le temps de prendre des décisions par rapport à la gestion du volume, tout ça, je suis comme la personne ressource. Mais c'est sûr que je porte mon chapeau de préparateur physique à 95% off-season, puis receveur 5%. Puis là, on switch rendu dans la saison. Là, je deviens vraiment un coach de foot à temps plein, qui est la référence en préparation physique quand il y a des besoins. Mais c'est sûr qu'il y a 8 mois par année que je suis quasiment un 100% préparateur physique. Évidemment, on a des pratiques d'hiver, puis un camp. Donc, de temps en temps, je redeviens le coach de foot. Puis, durant la saison, c'est l'inverse. Je suis un coach de football à temps plein. Donc là, tout ce qui est préparation physique, ça prend un petit peu le bord. Puis, ça me permet de garder un bon équilibre dans ma job et de me garder stimulé. Je pense que si je faisais de la préparation physique à l'année, à un moment donné, je deviendrais saturé un peu des salles d'entraînement. Puis si je faisais du foot à l'année, peut-être la même chose. Donc, je trouve vraiment que ça m'amène un équilibre. Ça me permet de rester stimulé. Là, vers la fin de l'été, je commence à être écœuré d'entraîner les gars. J'ai hâte qu'on joue au foot. Puis là, la saison commence. Puis quand la saison finit et on est fatigué, je me repose un peu. Puis on repart en préparation physique. Je suis crainté puis je suis motivé d'y retourner. Donc, ça me crée ça me garde stimulé à l'année. J'adore ça. Comme coach de receveur, comment tu te décrirais? C'est quoi ton style de coach? Bonne question. C'est probablement plus mes joueurs qui seraient capables de vous répondre. Même des fois, je ne me vois pas toujours aller. Je pense que définitivement, ils vous diraient que je suis quelqu'un de très minutieux et d'attentionné aux détails. Très perfectionniste. Je l'étais comme joueur et je le suis dans ma manière de coacher. Je suis un gars qui est quand même très exigeant, mais indulgent aussi, dans le sens que je vais travailler avec eux. Tu sais, je dis tout le temps que mon rôle, c'est de leur donner les tools pour avoir du succès sur le terrain. Fait que je vais faire en sorte que je vais essayer du mieux que je peux pour faire en sorte que les joueurs se développent à leur plein potentiel, qu'ils aient tous les outils pour avoir du succès et pour nous faire bien paraître, nous les coachs. Puis j'essaie vraiment qu'on ait du plaisir à le faire. Donc oui, je suis quelqu'un de très exigeant, mais je veux qu'on ait du plaisir à s'entraîner et à se développer. Parce qu'au bout de la ligne, on fait ça parce qu'on aime ça. J'essaie de garder un équilibre entre travail et plaisir. Puis que sans ça que je fais ma job de coach, je les aide à se développer, mais qu'ils ont du fun à venir pratiquer, puis à venir en meeting, puis à venir s'entraîner. Puis ça, c'est autant comme coach de receveur que comme préparateur physique. C'est vraiment ma ligne directrice. Maintenant, ça serait eux qui pourraient vous dire si c'est ça que je réussis à faire, mais je pense que je fais une pas pire job de garder un équilibre entre on travaille fort, mais on a du plaisir à le faire. C'est un peu comme ça que je me vois comme coach. Puis, au GA, surtout à la position de receveur, il y a des très bons joueurs qui passent par là. Tu as eu à coacher des très bons joueurs depuis que tu es là aussi. Puis, je reviens aussi au fait que tu es préparateur physique également. Comment tu coaches un très bon joueur, un joueur spécial, un joueur que tu vois qui a un talent de continuer à être pro, en étant aussi préparateur physique? C'est quoi? Est-ce que tu te fais un plan particulier pour ces joueurs-là pour les aider à atteindre, à aller au niveau après? Ben, je te dirais que tous les joueurs, on va essayer de les développer à leur plein potentiel, que tu sois un prospect professionnel ou un gars qui a l'intention de jouer ses 5 ans universitaires et d'aller au bout des choses, puis qui n'a pas l'objectif de jouer professionnel. Mon but, c'est de développer chaque joueur autant le côté athlétique en préparation physique que le développement d'un receveur par rapport au foot, du mieux que je peux, peu importe qui. Mais c'est sûr que les top prospects, les gars qui ont clairement tout ce qu'il faut, les tools pour performer au prochain niveau,
se faire drafter, ben, leur année de East West Bowl et leur année de draft, ben, il va y avoir une attention particulière plus à la préparation pour les combines et pour les tests physiques. Donc, ce qu'on va faire pendant leurs premières années, ben, ils vont embarquer dans la structure là, de préparation physique, dans tout ce qui est développement technique pour un receveur. Je vais tous les coacher de la même manière, puis évidemment en ajustant, là, c'est pas one size fits all. Des fois, là, un receveur, tu as bien beau coacher cette technique-là, ça fonctionne pas pour lui. Je vais adapter un peu selon les habiletés des joueurs, mais au bout de la ligne, on a une façon de faire, on va tous les coacher de la même manière. Mais quand il arrive le crunch time, là, genre leur 4e année, puis que là, c'est là que ça se passe, c'est sûr qu'on va leur donner le plus possible les outils pour pouvoir bien paraître au niveau des combines, puis avoir une préparation physique plus spécifique. Donc, je fais tout le temps un groupe à part pour règle générale, c'est tout le temps un 3 à 6, 7 joueurs, dépendamment des années, qu'on va prendre à part du groupe pour les préparer pour les combines. Donc, par exemple, cet hiver, c'était Adam Auclair, qui était le top prospect que j'ai entraîné à part du reste de l'équipe pour le préparer pour son Pro Day et son combine. Puis à chaque année, c'est la même chose. L'année passée, on avait un gros groupe. L'année de Mathieu Bette, Vince Desjardins, c'était vraiment un gros groupe. Sam Thomasin, là, j'en oublie, je ne veux pas tous les nommer parce que je vais en oublier, mais c'est un groupe de quasiment 6 ou 7 prospects. Il y avait un beau petit groupe, on les prenait à part, je les entraînais à part du reste du groupe à tous les jours. Donc, c'est trippant pour eux autres. Puis pour moi aussi, ça me fait une belle expérience de faire une préparation spécifique, là. Donc, j'aime bien ça. C'est ça, tu es capable de, en saison, de focusser sur la saison, puis de garder cet objectif-là qui est peut-être plus loin, qui est comme un, je veux dire, j'allais dire pas un bonus, mais ces gars-là, ils focusent sur la saison, mais tu es capable de tout le temps te rappeler aussi qu'eux autres, quand la saison finit, après ça, il y a un autre plan de match qui embarque. On a parlé beaucoup à Mathieu Betts de ça, puis c'était fascinant de voir que là, tu l'as expliqué que même avant la saison, c'était déjà planifié que sa dernière année, bien, il y avait la saison, puis après ça, il y avait la préparation pour les combines, etc., etc. Est-ce que les joueurs sont capables de focusser sur leur saison durant la saison ou ils ont des affaires de plus à faire en fonction de ça qui arrive dans relativement bientôt, après la saison? Là? Ben non, c'est une bonne question. Je te dirais qu'on est vraiment focusé sur la saison. Je pense que les gars font vraiment, ceux qui savent qu'ils ont une shot là, très sérieuse de passer au prochain niveau, sont conscients que dès que la saison va finir, ils vont avoir un travail à faire pour se préparer pour les combines. Mais ils font vraiment une bonne job en général de faire passer la saison en premier, l'équipe en premier. On a des objectifs très élevés comme équipe à chaque année, c'est la priorité. Mais que dès que ça finit, si on atteint notre objectif, ils peuvent célébrer pendant une semaine ou deux, mais après ça, il faut se remettre au travail parce que ça arrive assez vite, là. Les combines, puis les gars comme Mathieu qui vont participer au East West Shrine Game, tout ça, ça arrive très, très vite. Donc, il faut vraiment qu'ils se remettent vite à l'entraînement. Puis moi, je le sais que dès que la saison finit, moi aussi, je prends ma petite semaine, là. Puis après ça, il y a 2 mandats principaux, c'est le recrutement, puis la planif pour les gars des combines parce que ça s'en vient très vite. Donc, c'est tout le temps les 2 premières choses que je fais quand la saison finit parce que c'est les 2 priorités à ce moment-là de l'année. Puis c'est quoi les erreurs à ne pas faire là, pour ces gars-là? Là? Surtout en plus, j'allais dire surtout, je veux dire, il y a 2 scénarios possibles. Là. C'est soit vous gagnez à la fin ou vous perdez. Là. Mais dans les 2 scénarios, il y a quand même une distraction potentielle dans la préparation future de ces joueurs-là. Là. C'est quoi les plus grosses erreurs que le joueur peut faire là, avant son année potentielle de draft là, dans sa préparation avec la saison puis après la saison? Là? Ben moi, j'essaie tout le temps de leur rappeler, les boys, n'oubliez pas que vous avez X nombre d'années de vécu d'entraînement. Vous êtes déjà des athlètes assez développés. Pour rien, vous êtes des top prospects. On ne va pas en 3 mois complètement vous transformer. On va juste rendre la préparation le plus spécifique possible à ce qu'on va vous demander dans ces tests-là. Donc, c'est comme l'analogie, c'est que si on va faire un examen, mais on dit à l'avance les questions de l'examen, ben, prépare les réponses. Puis, c'est juste ça. Mais moi, je pense qu'une erreur commune, c'est de vouloir trop en faire en termes de volume d'entraînement, puis de se blesser dans le processus. Fait que, je leur dis, vous avez accumulé des années d'entraînement, vous êtes des athlètes assez polis, assez développés. Ce qu'on va faire, là, c'est du fine-tuning. On va travailler votre technique pour tel test.
on va faire juste assez de volume pour que vous ayez une accumulation, mais rapidement, on va tomber en plus en stage, on va baisser le volume pour que vous récupériez tout ça et que vous arriviez reposer pour les tests. Parce que c'est en étant reposé que vous allez avoir les meilleurs résultats. Puis je pense qu'une erreur commune, c'est de dire, OK, là, j'ai 2 mois, là, j'ai janvier, février, le mois de mars, c'est le combine. Là, mais là, pendant 2 mois, je fais du volume, faut que je progresse. Là, les gars arrivent, soit ils se blessent dans le processus, ou ils arrivent là-bas, puis ils sont drainés, fatigués, puis ils ne performent même pas à leur plein potentiel. J'essaie vraiment de leur vendre. Le travail est quasiment déjà fait, dans le sens que tu l'as accumulé pendant des années, le travail. Là, c'est de le peaufiner, puis de bien gérer le travail versus le repos pour arriver au top de ta forme, mais tu prêt vraiment à montrer ton talent et non en train de survivre ton hiver d'entraînement parce que tu es défoncé. C'est vraiment de trouver de trouver l'équilibre entre les deux. Tu as été impliqué aussi avec les programmes d'excellence de Football Québec. Ça a été comment de coacher à ce niveau-là des joueurs de cet âge-là qui, à moins que je me trompe, à moins qu'on se trompe, tu n'avais pas nécessairement coaché cet âge-là avant? Tu sais, je veux dire, toi, tu as commencé directement universitaire. Il y a d'autres coachs qui se sont qui ont eu la chance, si je peux dire, ou dans leur parcours de coacher des jeunes, des joueurs plus jeunes. Comment ça a été, toi, cette expérience-là de coacher à Team Québec des gars plus jeunes? Ça s'est super bien passé, je te dirais. Moi, j'avais comme les deux extrêmes. Là. Quand je jouais à Laval, je coachais le mini rouge et or l'été. J'avais eu les kids de moins de 11 ans, puis je me suis retrouvé à coacher directement des joueurs universitaires. C'est sûr qu'entre-temps, j'ai toujours été beaucoup impliqué dans le coaching quand je jouais aussi. Je coachais des genre le camp Notre-Dame qui se donne à Québec, là, c'est des kids du secondaire. Donc, j'avais eu certaines expériences ici et là. Mais c'est sûr que de passer là, 2-3 semaines full-time avec des jeunes de cet âge-là, c'était ma première expérience. Ça n'a pas été un problème du tout. Je trouve que c'est quand même une belle âge, là, secondaire 5, cégep. Ils sont encore, à certains points, ils peuvent être jeunes et immatures, mais c'est des jeunes adultes qui, tu vois, sont en train de faire la transition puis ils veulent mettre les efforts pour s'améliorer, pour se développer. Ils savent que c'est des années critiques dans leur carrière et qu'ils ont des bonnes décisions à prendre pour pouvoir avoir une belle carrière là, au niveau collégial, universitaire. Fait que c'est quand même le fun. Je pense que j'aurais peut-être eu plus de misère avec des kids secondaires 1-2. Là, j'aurais peut-être moins su comment travailler avec ces jeunes-là qui ne savent pas vraiment encore s'ils aiment ça. Puis, ils sont vraiment dans la crise de l'adolescence là, de 13, 14, 15 ans. J'aurais peut-être eu plus de misère. Je trouve des jeunes de 17, 18 ans, là, ça s'est super bien passé. Puis, j'ai adoré créer un lien avec ces jeunes-là que je recroise après là, quand je vais voir des matchs collégiales. J'ai vraiment aimé ça. J'ai l'intention, là, tant que mes circonstances de vie me permettent de continuer à m'impliquer avec Football Québec parce que je trouve vraiment que c'est une belle expérience pour les jeunes et pour les coachs. Est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant-match qui sortait de l'ordinaire? Qui sort de l'ordinaire, non. Je fais attention avec le mot superstition, mais oui, j'avais ma routine, là, puis j'avais mes habitudes, puis j'ai vraiment essayé de développer à travers les années un peu de lâcher prise, de me dire hey, si tu n'as pas fait ça exactement de telle manière, ça va bien aller pareil, là, pour pas que ça devienne un blocage psychologique, ça devienne quasiment une béquille plus que. Mais j'avais ma petite routine d'avant-match, évidemment, là, puis c'était quasiment plus une façon pour moi de rentrer dans ma zone pour arriver avec le bon niveau de concentration pour la game qu'une superstition. Mais c'est sûr que si tu le fais à toutes les semaines, toute ta carrière, ça devient quasiment. Tu as l'impression que tu ne peux plus t'en passer. Là. Mais oui, j'avais mes petites habitudes, mais pas d'anecdotes à raconter. Je n'étais pas comme Patrick Roy, je sautais pas par-dessus les lignes. Là, pas de show ligne avec mes pattes. C'était pas rien d'exceptionnel. Si tu devais choisir 2 valeurs, personnellement, lesquelles choisirais-tu? C'est une très, 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 très bonne question. Ça, tu vois, c'est le genre de question qu'il a fallu que tu m'envoies avant pour que j'aie le temps de préparer ma réponse. Je dirais que je pourrais en profiter pour parler d'un gars qui a eu un impact quand même important sur ma carrière, plus jeune avant de jouer avec le Rouge et Or. Le premier gars qui m'a entraîné en préparation physique, qui est un coach de sprint, donc lui amenait vraiment le côté là, développement de l'accélération, de la vitesse. Il s'appelle Fabrice Acoué, c'est aujourd'hui le coach de sprint du Rouge et Or. Lui a eu un impact sur moi plus jeune dans le début de ma carrière. Puis lui,
c'est drôle parce qu'il y avait deux valeurs qu'il transmettait à ses athlètes. Puis il faisait même des t-shirts avec ça. Puis c'était passion et discipline. Il n'arrêtait pas de parler d'être passionné de ce que tu fais puis de trouver une passion dans ce que tu fais. Mais il y a des journées que tu vas te réveiller puis ça va moins te tenter. Ça, c'est juste la nature humaine. Puis c'est là que la discipline rentre en ligne de compte parce qu'il y a des journées quand ça ne tente pas, mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire quand même. Puis je te dirais que j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Je suis quelqu'un de ultra intense dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Puis quand je fais de quoi, je suis vraiment passionné par ça, que le coaching, l'entraînement, les défis personnels que je peux me lancer à l'extérieur du football aussi. Je vais être ultra engagé, puis les journées que ça va moins me tenter, ben, je vais me rappeler que là, c'est important que la discipline embarque parce que c'est trop facile de trouver des excuses. Puis, ben, moi, j'ai tout le temps gardé ça avec moi, puis j'essaie un peu de le transmettre à mes athlètes aussi, là, leur niveau d'engagement, leur niveau de passion, leur niveau d'implication, mais pas juste quand ça leur tente. Les journées que ça ne te tente pas aussi, puis c'est là que la discipline devient super importante. Est-ce qu'il y a un coach de la même manière positivement plutôt, là, qui sort de l'ordinaire, qui t'a marqué? Que ce soit un coach que tu côtoies en tant que coach ou un coach de football, pas nécessairement de préparation physique comme tu as mentionné tout à l'heure, que tu as côtoyé en tant que joueur? Ouais, il y en a eu. En fait, je me sens très mal d'en nommer juste un. Ouais. C'est pas compliqué. Le staff au complet à Laval, qui sont maintenant mes collègues, ont tous eu un impact sur moi. C'est plus directement parce que j'ai eu à collaborer avec eux de manière très étroite. C'est Marc Fortier. Et là, le monde pourrait se demander pourquoi c'est un coordonnateur défensif, mais Marc est impliqué beaucoup en préparation physique aussi. Fait que, encore aujourd'hui, il travaille avec moi en préparation physique. Puis quand j'étais joueur, ben, il participait à m'entraîner. Puis Marc, ben, c'est le guerrier ultime. C'est lui qui m'a... je pense que je l'avais en moi, puis lui, il a continué à le nourrir, le côté un petit peu warrior, là, puis de prendre n'importe quel challenge, puis de le défoncer avec l'intention de tout le temps donner le meilleur de toi-même, peu importe les circonstances. Puis ben, aujourd'hui, c'est un collègue, puis on travaille ensemble, puis je suis ultra privilégié d'avoir la chance de continuer à côtoyer ce gars-là au quotidien. Il y a eu Justin Thier. Lui, c'est plus le côté vraiment football. Lui, c'est mon mentor en termes c'est lui. Beaucoup de ce que je sais comme coach aujourd'hui, vraiment en lien avec le foot, la position de receveur, le passing game, ça vient de Justin. Donc, je suis ultra redevable envers lui. Puis, il m'a apporté beaucoup. Puis, il a amené beaucoup au coach de receveur que je suis aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai le privilège de travailler avec lui à tous les jours. Puis, Mathieu Bertrand, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'a coaché seulement 1 an. À ma dernière saison, lui, il arrivait puis il commençait comme coach. Puis aujourd'hui, ben, on est des collègues, on travaille ensemble. Il m'aide beaucoup en préparation physique. On coach en offense ensemble. Il coach les QB, je coach les receveurs. Donc, il y a un lien étroit aussi qui se crée de ce côté-là. Puis lui, il m'a vraiment apporté le côté, je veux dire, Mathieu, c'est un gars ultra charismatique qui est aimé de tous, puis qui transmet beaucoup le plaisir de travailler fort. Mathieu, c'est un gars ultra travaillant. Les gens, tout le monde connaît le côté de Mathieu, le côté social, funny guy, tout ça. Tout le monde connaît ce côté-là. Mais ce que le monde qui sont pas à l'interne ne savent pas, c'est que Matt est ultra travaillant. Mais il a tellement de plaisir à le faire que ça n'a pas l'air d'une corvée pour lui. Puis ça, il m'a transmis ça beaucoup. Puis j'essaie d'appliquer ça à ma manière à moi. J'essaie pas d'être Mathieu. J'essaie pas de le faire comme lui, il le fait. Mais j'essaie de reproduire ça aussi pour moi, pour mon plaisir du coaching, puis pour les athlètes que je coach, parce que moi, c'est un des gars par qui j'ai le plus de plaisir à me faire coacher. Donc, j'espère que je suis capable de transmettre ça à ma manière, moi aussi. Ça se peut qu'il y en ait plus qu'un, mais quel serait un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Le plus underrated? Ouais. Ben, peut-être pas le plus underrated, mais un des underrated. Comme coach ou comme joueur? Peu importe. Peu importe. C'est une très bonne question. Hey boy, je sais pas s'il pourrait en avoir plusieurs. Là. Puis je suis sûr qu'on va finir l'entrevue, je vais me dire, je peux pas croire que je n'ai pas pensé à ce gars-là. Mais vite de même, là, un gars qui n'a peut-être pas eu la reconnaissance en termes de tout ce qui est équipe d'étoiles, MVP, statistiquement non plus, pour plusieurs raisons que je serais peut-être même capable en partie d'expliquer. Mais pour moi, est un joueur que j'ai coaché qui est pour moi un talent exceptionnel, qui est pas compliqué. J'ai donné une clinique d'entraîneur pour Football Québec la semaine dernière, puis il y a une vidéo sur 2, c'était lui. Là. C'est Benoît Gagnon-Brousseau.
qui a joué à Laval de 2014 à 2018, qui a porté le numéro 11, le même numéro que moi je portais. Il m'a tout de suite succédé. Là, je suis parti, puis il a pris mon numéro l'année d'après. Moi, Ben, c'est un gars que j'ai eu beaucoup de plaisir à coacher. C'est un des meilleurs receveurs que j'ai vu, que j'ai coaché, mais qui n'a pas eu l'exposure à sa juste valeur parce que statistiquement, il n'a jamais été top 3 de la ligue pour les verges ou il n'a jamais été sur l'équipe d'étoiles. Mais moi, je l'ai vu pratiquer à tous les jours une compréhension du jeu exceptionnelle. Techniquement, un des meilleurs receveurs, dans le top des meilleurs receveurs que j'ai coaché. C'est un gamer, il va faire des gros jeux dans des gros moments. D'ailleurs, sa dernière game en carrière, c'est la Coupe Bannier 2018. À mon avis, c'est un des MVP de la game, là, des gros catchs dans des gros moments. Puis lui, je pense que c'est un gars qui a été très sous-évalué ou qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur plutôt, parce que je pense que c'est un stud qui a pas été mis dans la même catégorie de d'autres, qui aurait, à mon avis, mérité de l'être. Pierre l'a mentionné plus tôt, tu as gagné à comme presque tous les niveaux. Est-ce que tu aurais un championnat préféré? C'est parce que c'est la réponse classique, là, mais ils ont vraiment toutes leurs particularités. Là. C'est sûr que je dirais que c'est les trois plus grosses, mes émotions fortes là, en carrière, c'est mes trois coupes bannies comme joueur. Il y en a eu comme coach après. Mais si vraiment on parle là, comme joueur, la première, c'est la première. C'est l'euphorie, ton premier championnat. Tu as de la misère à y croire. En plus, c'était à Québec. Il y a une tempête de neige. C'était féerique. Ma deuxième, c'est en 2012, quand on a battu McMaster à Toronto devant 40 000 personnes, qui nous avaient battu l'année d'avant. Donc, toute la revanche là, de jouer devant 40 000 personnes qui cheer toutes contre toi parce que c'est en Ontario puis c'est une équipe ontarienne. Donc, ça avait une saveur très particulière aussi. Puis la troisième, c'était à ma dernière année, à ma 5e année, à Laval, sur notre terrain, devant ma famille, mes proches, mes amis. Puis je finissais ma carrière sur ce championnat-là. Donc, c'est vraiment dur de dire, je suis vraiment pas capable de déterminer lequel est le plus spécial. Ils ont toutes leurs particularités. Puis, si je devais absolument choisir, je dirais peut-être le dernier parce que c'était ma dernière année que j'ai fini comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de meilleur moyen de finir sa carrière. C'est ça. Donc, ouais. Quelle erreur une recrue peut faire en arrivant dans le programme du Rouge et Or, d'après toi? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'une recrue peut faire l'erreur de se mettre lui-même des barrières ou de se mettre lui-même des limites, de penser que là, il rentre à Laval, qui est un gros programme, qui a beaucoup de talent, puis de penser que ce ne sera pas pour tout de suite. Puis son tour, s'il vient, ça va être plus tard. Puis chaque année, il y a des exemples de recrues qui percent le line-up à leur première saison, des fois la première game de l'année, puis qui ont un impact exceptionnel dès leur première saison. Puis il y en a là, à chaque année, il y a des histoires comme ça. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se mettent eux-mêmes des limites en arrivant. C'est correct de rentrer en étant conscient d'une situation, puis d'être conscient des fois que moi, il va falloir que je sois patient parce que mon tour, c'est peut-être pas tout de suite. Dans certains cas, c'est correct, mais il y a des gars qui ont clairement le potentiel d'avoir un impact très rapidement par leur talent, mais par les circonstances aussi. Puis je trouve qu'il y a des fois des gars qui se mettent des limites, puis qu'il y aurait intérêt à croire un petit peu plus en eux. Là. Je pense que c'est presque à chaque année ça arrive. Deux autres petites questions. Est-ce qu'il y aurait une personnalité publique qui t'inspire? C'est-à-dire, ça peut être un athlète, ça peut être un artiste, ça peut être un politicien, quoi que ce soit. Qui que ce soit. Ouais, un de mes idoles de jeunesse, il y a une série télé sur lui en ce moment, c'est Michael Jordan. Puis on dirait que c'est drôle que tu poses cette question-là en ce moment, mais je regarde la série télé à tous les lundis religieusement sur Netflix, puis je comprends encore plus pourquoi je tripais dessus, c'est parce que je reconnais, loin de moi, l'idée d'être en train de me comparer à Michael Jordan, mais je reconnais mon côté extrême compétitif un peu, puis je relate beaucoup à ça. Puis je pense que ça m'inspire beaucoup. Un athlète dans ce genre-là, puis un autre dans cette trempe-là, c'est Tiger Woods, qui était un autre de mes idoles de jeunesse. Deux gars ultra compétitifs à l'extrême, puis je me reconnais là-dedans parce que je suis quelqu'un de très, très, très compétitif. J'apprends à bien le canaliser et à le sortir seulement dans des moments que c'est important pour la qualité de vie des gens autour de moi. Mais je me reconnais beaucoup
je reconnais des traits de personnalité là-dedans, puis c'est des gars qui m'ont marqué quand j'ai grandi. Mm. Puis actuellement, j'ai évidemment Julian Edelman, qui est un gars que j'admire pour son jeu sur le terrain, mais aussi pour son fire et sa drive, là, un peu dans la même trempe que les deux autres que j'ai parlé. Est-ce que tu aurais un livre de sport, pas nécessairement football, à recommander? Oui, ben en fait, j'en ai lu beaucoup. C'est une très bonne question. Laissez-moi le temps de réfléchir à la meilleure réponse. J'en ai lu quelques-uns qui m'ont marqué. Je dirais que un livre qui n'a rien à voir. Le livre de sport, tu as dit? Ou peut-être pas nécessairement sport. Ça peut être un livre aussi de psychologie ou de philosophie, quoi que ce soit, mais quelque chose avec quoi tu pourrais faire un lien avec le sport, tu vois? Ouais. Ben, moi, le livre qui m'a probablement le plus marqué, puis ça n'a rien à voir avec le sport, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Puis, ben, moi, c'est un livre qui m'a fait triper parce que ça parle un peu de notre histoire personnelle, notre légende personnelle qui parle dans le livre, puis qu'on trace nous-mêmes notre propre chemin. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu, puis j'essaie de l'appliquer dans ma vie. C'est un livre que je recommande à tout le monde, athlète ou non, parce que ça s'applique à n'importe quelle facette ou aspect de notre vie. Puis un livre un petit peu plus en lien peut-être avec le sport. C'est un livre en fait que je suis en train de lire en ce moment que je trouve vraiment, vraiment trippant. C'est le gars s'appelle David Goggins. Peut-être que de nom, ça vous dit quelque chose. Ouais, vraiment. Il a écrit le livre Can't Hurt Me, sans vous raconter le livre en détail. Le gars, il a eu une enfance très difficile. Puis il faisait au-dessus de 300 livres quand il a décidé de vouloir rentrer dans les Navy Seals. Il a fallu qu'il perde beaucoup, beaucoup de poids très, très rapidement. Il a fini par y arriver, puis il raconte un peu son parcours aujourd'hui. Il a fait le Hell Week à plusieurs reprises. Il l'a déjà fait 2 fois dans la même année. C'est le seul être humain à avoir fait ça dans sa vie. Il a participé à des marathons, Ironman, toutes les épreuves d'endurance extrême. Parce que c'est un gars qui carbure au défi. Puis là, il parle un peu de ça dans son livre. Super intéressant. Là, c'est très d'actualité parce que je le lis en ce moment. Ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Je pourrais sortir une liste parce que j'en ai, au cours de ma carrière comme joueur et comme coach, j'en ai lu plusieurs qui m'ont beaucoup marqué. Mais ça, c'est définitivement 2 là, en ce moment qui me viennent en tête. Je sais que tout à l'heure, j'ai dit qu'il restait 2 questions, mais j'avais oublié qu'il en restait vraiment 3. La vraiment dernière, pourquoi un receveur devrait aller jouer au Rouge et Or de l'Université Laval? Ben là, c'est évident, parce que c'est moi qui ne peux pas le coacher. Non, blague à part, pourquoi? Ben, un receveur ou n'importe quelle position, je pense que parce que le programme a beaucoup à offrir. Puis, je parle pas des autres parce qu'on n'est pas le seul programme qui a beaucoup à offrir. Il y en a d'autres qui font... Il y a plein d'autres programmes qui font un super travail. Mais moi, je le vis à l'interne. Puis, je pense qu'en termes d'expérience football, on est ce qui se rapproche le plus de ce qui se fait aux États-Unis en termes d'installation, en termes d'expérience game day avec notre stade, avec notre foule. Je pense qu'on prend fierté comme staff à offrir du super coaching puis de développer nos joueurs le plus possible à leur plein potentiel. Puis encore une fois, en toute humilité, il y a plein d'autres bons coachs dans les autres écoles. On n'est pas les seuls à bien faire les choses, mais je sais qu'on fait bien les choses, qu'on prend soin de nos joueurs, puis qu'on va leur offrir une belle expérience là, sur le plan football, mais sur le plan humain aussi. Je pense qu'on a quelque chose de spécial à offrir là, qui ne se retrouve pas nécessairement partout, pas juste à cause du programme de foot, mais à cause des circonstances, là, la ville qui est derrière nous, la foule, l'expérience de vie qui vient avec. Donc, je pense qu'on a beaucoup à offrir comme programme. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, Guillaume. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs au Québec qui ont une nationalité européenne qui ont appris des affaires avec la conversation qu'on vient d'avoir. En tout cas, ceux qui ont un passeport européen, pensez-y, il y a des belles opportunités qui se présentent à vous pour le futur. Exact. Non, c'est vraiment le fun. C'était plein d'affaires que je connaissais pas, que je suis sûr qu'on parle pas, peut-être pas assez, mais c'est le fun aussi d'ouvrir ses horizons sur du foot qui se fait ailleurs qu'aux États-Unis, qu'au Québec, qu'au Canada. Non, c'était vraiment le fun. Vraiment. Cool. Ben, merci à vous autres, ça m'a fait bien plaisir. Puis continuez votre bon travail là, de parler de foot puis de continuer à promouvoir notre sport dans cette situation-là qui est un peu particulière, mais avec du monde comme vous autres, on reste connectés tout le monde ensemble à notre sport. Là. Yes.
Merci beaucoup, puis on vous souhaite encore du succès s'il y a une saison de foot. On souhaite aussi qu'il y ait une saison de foot. Puis, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Bientôt. Guillaume. Merci, Guillaume. Merci à vous autres. Bientôt.